It brings a tear into my eyes when I begin to... Dimanche 27 juin 2021, la librairie Ombre Blanche à Toulouse, en partenariat avec le festival Le Marathon des mots, recevait la romancière Marie Ndiaye à l'occasion de la parution chez Gallimard de son nouveau livre « La vengeance m'appartient ». Bonne écoute. Like a child, my pouring tears. Bonjour à tous, et bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi présents à cette rencontre du Marathon des mots avec Marie Ndiaye. Marie, merci beaucoup d'être présent avec nous. Bonjour. On se connaît assez bien, donc on va se tutoyer, on va pas faire semblant. Première fois que tu viens au Marathon des mots. En effet. Voilà, donc on est très honorés de te recevoir aujourd'hui. Tu vas nous parler de ton dernier roman qui est sorti au mois de janvier, qui s'appelle « La vengeance m'appartient », publié aux éditions Gallimard. Et pour information, Marie a reçu le prix Marguerite Yourcenar décerné par la SCAM, qui va lui être officiellement remis aujourd'hui à 16h à Saint-Pierre-des-Cuisines. Et donc, il y aura cette remise de prix et une lecture de Marie en public. Donc, pour ceux qui veulent... voilà. Alors, c'est un prix qui récompense l'ensemble de l'œuvre et pas juste le dernier texte publié. Donc, effectivement, félicitations, Marie, pour ce merci. La vengeance m'appartient. On parlera du titre un peu plus tard, qui est un titre extrêmement singulier et questionnant, je trouve. Le personnage principal est une femme avocate qui s'appelle Maître Suzanne. Le roman commence, un homme arrive dans son cabinet et elle a une espèce de révélation douloureuse en étant convaincue qu'elle connaît cet homme et que cet homme a été le héros d'une scène... quand elle avait une dizaine d'années, une rencontre qui l'a absolument émerveillée, révélée, et elle pense que cet homme est donc cet adolescent qu'elle a rencontré quand elle avait 10 ans. On va en parler un peu. Cet homme vient pour toute autre chose, pas du tout retrouver Maître Suzanne, ou pensant qu'il la connaît ou pas, mais parce que sa femme est en prison, accusée d'un crime absolument horrible. Est-ce que tout d'abord, tu peux peut-être nous raconter quel est ce crime et puis nous présenter un peu les personnages principaux du roman? Le crime dont cette femme est accusée et qu'elle reconnaît absolument, c'est un triple infanticide. Elle a noyé volontairement ses 3 jeunes enfants. Et l'homme en question, donc, qui entre dans le cabinet de cette Maître Suzanne, qui est la protagoniste du roman, est le mari de cette femme. Et il souhaite, pour la défense de sa femme, malgré ce qu'elle a fait, qui, bien sûr, le concerne et l'affecte de la manière la plus horrible, il souhaite la meilleure défense pour sa femme. Il croit, il espère la trouver en la personne de Maître Suzanne, qui en est, elle, surprise, parce que c'est une avocate de peu de réputation, débutante, bien qu'elle ait un peu plus de 40 ans. Et sa première interrogation est celle-ci: pourquoi, pour défendre au mieux sa femme, cet homme me choisit, moi qui ne suis en aucun cas ce qu'on appelle un ténor du barreau, et alors que dans ce genre d'affaires, les ténors en question se bousculent plutôt pour travailler, enfin pour reprendre ces affaires qui ont toujours un retentissement médiatique important. Et elle commence à soupçonner qu'il ne veut peut-être pas finalement la meilleure défense pour sa femme, mais peut-être la pire. Et c'est ainsi que commence dans l'esprit de Maître Suzanne toute une série d'interrogations quant à cet homme,
quant à ce qu'il veut vraiment et surtout quant à ce qu'il a représenté dans sa vie à elle, Maître Suzanne, si tant est qu'il s'agit bien de la même personne que celle donc qu'il a bouleversée quelques 30 ans plus tôt. Elle ne sait pas si lui vient la voir parce qu'il sait qu'elle a été cet enfant-là, ou s'il ne s'en souvient absolument pas, ni donc même si c'est le même homme. Et cette femme qui menait jusqu'ici une vie pas forcément des plus heureuses, mais enfin tranquille et plutôt agréable, va voir précisément son existence bousculée, renversée même par cette irruption dans son bureau de cet homme étrange. Comment pourrions-nous qualifier la personnalité de Maître Suzanne, qui est une personnalité assez complexe, peut-être l'une des plus complexes de tes romans, dans ses interrogations, dans ses paradoxes. Comment tu pourrais la définir ? Je la prends à un moment de sa vie donc, où il se produit ce bouleversement que je viens de décrire, mais on peut tout à fait imaginer que dans les limbes du roman, c'est-à-dire dans tout ce qui précède la première scène, Maître Suzanne a une personnalité plutôt ordinaire, en tout cas qui ne se démarque en rien de celle de la plupart des gens. Et comment la définir ? C'est quelqu'un de complexe, de troublé, d'une sensibilité peut-être excessive, et cet excès de sensibilité la fait souvent souffrir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, et c'est peut-être ça qui la définirait le mieux, qui considère que le plus important n'est pas la vérité, mais le plus important est de réussir à vivre au mieux avec les souvenirs qu'on a, que ces souvenirs soient authentiques ou transformés ou sublimés. C'est ça qui lui importe le plus, moins la vérité que s'accommoder de souvenirs à partir du moment où on a décidé qu'on ne voulait pas en souffrir. Il y a un troisième personnage assez fondamental dans le roman, qui est le personnage de Sharon. Sharon, qui est donc une Mauricienne, sans papier, employée par Maître Suzanne, et qui, en tout cas je l'ai lu comme ça, et tu vas me dire si c'est une bonne lecture ou pas, qui en fait, dans le roman, sert de révélateur à la personnalité, à la complexité de la personnalité de Maître Suzanne, je trouve. Est-ce que dans les relations qu'elles vont développer, enfin qui nous sont présentées dans le roman, à travers l'engagement de Maître Suzanne pour la cause de Sharon et sa volonté de faire le bien, est-ce que c'était pour toi une façon justement, à travers toutes les conséquences et tous les micro-événements qui se passent entre elles, l'occasion de dépeindre peut-être Maître Suzanne, de la révéler plus qu'à travers juste le souvenir qu'elle avait de cet après-midi ? Oui, ça me semble très, très juste. Cette Sharon, qui est donc l'employée de maison de Maître Suzanne, employée de maison dont elle n'a nul besoin parce qu'elle habite un très modeste logement, dont elle n'a nul besoin et qu'elle n'a pas tout à fait les moyens de souffrir, mais elle emploie Sharon pour faire une bonne action, malgré d'ailleurs ses préventions vis-à-vis du fait même d'avoir une employée de maison. Elle déteste être la patronne de qui que ce soit, mais à travers Sharon, elle exprime quelque chose en elle qui relèverait, oui, du désir de répandre le bien, même si c'est pas toujours simple. Et
elle se trouve finalement vis-à-vis de Sharon dans une situation inversée. Sharon la domine finalement plus que l'inverse, et Maître Suzanne se sent vis-à-vis de Sharon extrêmement intimidée. Sharon exerce, sans le souhaiter ni même le savoir certainement, une sorte de toute puissance sur la volonté de Maître Suzanne, dont celle-ci se rend compte, et c'est quelque chose qu'elle ne déteste pas finalement. Alors, ce qui est très troublant dans ce roman, c'est que nous n'avons quasiment que le point de vue de Maître Suzanne, même si on a aussi un monologue de Marline Principaux, qui est donc la femme qui est accusée, et de Gilles, son mari, mais c'est essentiellement Maître Suzanne qui nous rapporte ce qu'elle vit. Et au fond, en le relisant, j'étais extrêmement troublée parce que ce prisme est complètement faussé. On ne sait pas si elle nous raconte la vérité. Alors, tu disais tout à l'heure que la vérité lui importait peu, mais pour nous, en tant que lecteurs, jouer sur ce trouble, est-ce qu'au fond, la question de la vérité du rapport qu'elle a avec Sharon en particulier, est-ce que Sharon la domine vraiment? Est-ce que cette vérité a une importance ou pas? Comme tu l'as dit, on ne quitte pratiquement pas, en effet, l'esprit de Maître Suzanne, et tout ce qu'on sait, tout ce qu'on découvre, on le sait, on le découvre à travers son regard forcément subjectif. Mais c'est quelque chose qu'on rencontre quand même assez souvent dans les romans, c'est-à-dire à partir du moment où l'écrivain n'est plus ce narrateur omniscient qui nous dit ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, à partir du moment où tout passe à travers la subjectivité d'un personnage ou de plusieurs, on peut toujours en effet mettre en doute la vérité de ce qui nous est dit, mais ça n'a pas d'importance finalement, puisque ce qui compte, c'est la vérité du personnage. Dans un roman, il n'y a pas d'autre vérité, il n'y a pas ce qui serait la réalité avec presque un grand R, et quelque chose qui serait la réalité intime du personnage. Les deux sont complètement liés. Donc je pense pas qu'il y ait de raison de mettre en doute ce que nous apprend Maître Suzanne, puisqu'il n'y a pas d'autre vérité que la sienne finalement. Alors tu pousses quand même cette perspective, moi je trouve, à une extrême peut-être plus évidente, parce qu'effectivement tu as raison, la vérité est celle du narrateur et jamais la vérité absolue. Mais qu'est-ce que la vérité absolue? Ça, on pourrait encore en parler. Mais là, moi je trouve que tu pousses vraiment la logique au maximum, comme si c'était peut-être... Est-ce que ce serait une façon d'interroger justement le rapport à la fiction et à la narration? Alors, si c'est le cas, c'est involontaire. Hein. Je ne me pose jamais ce genre de questions théoriques lorsque j'écris. Pourquoi pas? Mais je ne sais pas si c'est nécessaire finalement même de se poser ce genre de questions. Ce que j'aime dans le roman, quand même, dans ce genre imparfait, fourre-tout, brouillon du roman, c'est que il a quelque chose d'un petit peu bête, le genre romanesque. J'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait pas être trop intelligent pour écrire des romans, qu'il fallait pas se poser trop de questions justement sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on a l'intention d'exprimer, etc. Il y a quelque chose, et c'est ça qui me plaît infiniment dans le roman, oui, aussi de spontané, de sincère et d'un peu brut aussi, qui va peut-être mal avec, en effet, la réflexion sur la vérité dans le roman, etc. En tout cas, c'est ainsi que je ressens les choses depuis toujours, et c'est peut-être pour ça
d'ailleurs qu'on peut écrire des romans même quand on est très jeune, alors que ça me semble plus difficile, par exemple, d'écrire du théâtre quand on est très jeune, et ne parlons pas évidemment d'essais, mais le roman, oui, se prête bien à une certaine naïveté. Alors, je ne vais pas faire semblant, après des décennies d'écriture, d'être complètement naïf, mais en tout cas, je tâche de garder ça, une sorte de... ce que j'appelle de manière outrée, certes, mais de bêtise ou d'idiotie, au sens peut-être de non-intellectualisation de ce que je fais. Alors, je finis de creuser cette piste quand même, parce qu'il y a la présence de paragraphes ou de phrases en italique. Et alors, j'ai été assez déconcertée par ces incises, cette forme d'intrusion, d'une certaine manière, dans la narration. J'aimerais que tu nous en parles un peu, parce que j'ai eu la sensation, par moments, c'est à la première personne et c'est Maître Suzanne qui parle, parce que, donc effectivement, ce roman, c'est la vérité du personnage, c'est le point de vue de Maître Suzanne, mais pas à la première personne. Et en même temps, des fois, on a l'impression que c'est une espèce de contrepoint qui permettrait peut-être d'être plus à l'extérieur et de dire la vérité qui serait au-delà de celle de Maître Suzanne. Est-ce que c'était ça l'utilisation? À la fois, quand c'est elle qui parle, une franchise brute qui permet peut-être de sortir de la psychologisation qu'elle fait des choses, ou un point de vue extérieur qui dirait, oui, mais regardez, là, d'une certaine manière, sa vérité n'est peut-être pas tout à fait la vérité. Oui, et, dans mon souvenir, il y a un double usage de l'italique. Il y a ce que tu dis, c'est-à-dire un regard qui serait en effet là, légèrement extérieur, qui serait par exemple le mien, et presque à l'inverse, l'italique parfois nous fait plonger dans un état de conscience plus profond encore de Maître Suzanne, dans une arrière-pensée de Maître Suzanne, où c'est comme si on plongeait vraiment au cœur du cœur de Maître Suzanne, et qu'on avait accès à quelque chose qu'elle-même ne peut pas mettre en mots. Je voudrais qu'on revienne sur la complexité de ce personnage. Mais en fait, ce que j'ai ressorti du texte en préparant la rencontre à la relecture, j'ai la sensation que ça concerne au fond tous les personnages du roman. Il y a la question de l'apparence, la question de la honte, de la culpabilité, de l'amour, parce que c'est un roman d'amour. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman d'amour? Est-ce que c'est un roman du désir d'amour? Ah, ça m'intéresse que tu dises ça, parce que à un moment, si je me souviens bien, Maître Suzanne, qui a des relations extrêmement amicales et même affectueuses avec un ancien compagnon, dit, enfin, ou pense quelque chose comme l'amour fou lui a toujours semblé être d'un poids insupportable, et l'amour fou dans lequel voulait vivre son ex-compagnon ne lui a jamais semblé être une très bonne chose. Et elle a fait en sorte de s'en libérer, et elle aspire à une relation plutôt de tendresse virile, dans laquelle les affres de l'amour n'auraient plus part. Donc, ça, ouais, c'est amusant que tu parles de roman d'amour, parce que ça pourrait être aussi un roman de haine dans les rapports qui existent entre les deux principaux, donc la mère infanticide et le mari. Le geste de la mère est un geste
de vengeance aussi, peut-être vis-à-vis de ce mari. Mais ça me plaît tout à fait qu'on puisse voir aussi là-dedans un roman d'amour, après tout. C'est bien aussi. Maître Suzanne veut désespérément être aimée. Et aime aussi désespérément ses parents, Sharon, la petite fille de son ami Rudy, dont tu parlais, avec qui elle a eu une histoire. Et en même temps, elle ne supporte pas le poids que lui fait porter cet amour. Oui, je dirais qu'elle veut peut-être moins désespérément être aimée que être estimée, être connue comme une excellente personne. C'est peut-être à ça qu'elle aspire le plus, d'être délivrée de la honte et de la culpabilité, que simplement, une main amicale et affectueuse se pose sur son épaule pour lui signifier qu'elle est quelqu'un de bien. C'est peut-être ça à quoi elle aspire plus qu'à l'amour. Alors, dans le rapport qu'elle a avec ses parents, quand même, il y a plein de fois où, à la fois, elle dit qu'elle les aime et que la puissance de l'amour qu'elle a pour eux est insupportable et qu'elle les hait pour ça, et qu'elle préférerait qu'ils meurent ou même les tuer elle-même d'une certaine manière pour se débarrasser du poids de cet amour. En même temps, elle sait qu'il l'aime, mais c'est vrai qu'il y a comment dire, il y a une espèce d'aller-retour sans arrêt. Alors, tu parlais effectivement de la reconnaissance, mais elle prend des fois la non-reconnaissance de ses parents comme un manque d'amour. Elle a beaucoup de mal à dissocier les deux, ou c'est moi qui ai projeté des choses. Non, oui, tu as tout à fait raison. Elle est l'unique enfant de ce couple, en effet, de parents non seulement aimants, mais qui ont fait porter sur les épaules de leur fille le poids de leurs aspirations, le poids de leurs propres ambitions de réussite. Et elle a rempli, en quelque sorte, ses obligations, puisque fille d'une femme de ménage et d'un employé communal, elle est devenue avocate, donc réalisant ainsi au plus haut point les espoirs que ses parents avaient mis en elle. Mais elle a parfois l'impression, en effet, que le poids de cet amour est insupportable. Et il y a de l'amour très grand de la part de ses parents envers elle, mais il y a aussi une forme de déception qu'il n'exprime jamais et qu'elle a ressentie dès l'enfance, déception venant du fait qu'elle n'était pas une jolie enfant, et elle a très vite compris que n'être pas une jolie fillette, dans le regard en tout cas des parents, pouvait être source d'une sorte de dette morale qu'elle n'arriverait jamais à remplir, c'est-à-dire quelle que soit sa réussite et quelle que soit son exemplarité en tant que fille, ses parents ne lui pardonneraient jamais tout à fait de n'avoir pas comblé leurs attentes aussi de ce point de vue-là, en étant une jolie fillette, puis une ravissante jeune femme, etc. En même temps, elle ne fait rien pour ça, puisqu'elle a ce geste de couper ses cheveux qui était pour son père, en tout cas, le symbole, alors sans doute à la fois d'une féminité qu'elle refuse. On en parlera aussi un peu, parce qu'il y a la question du genre et de l'appartenance au genre femme ou homme, et je crois quand même assez important dans le livre. Mais il y a quelque chose en elle qui accentue aussi cette sensation-là. Oui, mais c'est un geste de révolte et d'indépendance, c'est-à-dire en supprimant le seul élément de beauté que ses parents lui voyaient, c'est-à-dire une somptueuse chevelure, en se présentant un jour la tête presque rase,
ce geste de défi signifie quelque chose comme, eh bien, puisque je ne suis pas jolie, autant l'être absolument et débrouillez-vous avec cela. Je ne vais pas faire semblant de pouvoir être un petit peu jolie à vos yeux. Je ne vais plus faire l'effort oui, de tendre vers un charme que, de toute façon, vous ne me reconnaîtrez jamais tout à fait. Je me libère de cette obligation de la beauté. Il y a un autre point d'opposition entre ses parents et elle, qui est cette fameuse journée, quand elle avait 10 ans, qu'elle raconte à ses parents comme étant une véritable révélation, une épiphanie, pourrait-on dire même presque, qui arrive avant qu'elle se coupe les cheveux. Oui, elle se coupe les cheveux juste après. Et dont elle sent bien que son père en particulier voit dans le récit de cette journée tout à fait autre chose que ce qu'elle raconte. Il y a cette ambivalence entre... alors peut-être que tu pourrais nous le raconter du point de vue de Maître Suzanne et du point de vue du père, effectivement. Pourquoi cette incapacité du père d'accepter le discours de son enfant par rapport à cette journée ? C'est une incapacité compréhensible au sens où le père ne peut pas imaginer que il se passe quoi que ce soit de normal dans une chambre entre une fillette de 10 ans et un adolescent de, je sais plus, 16 ou 17, et qu'il ne peut se passer, quand il se passe quelque chose, que de l'effroyable et de l'interdit. Mais en revanche, Maître Suzanne essaye de lui faire comprendre qu'il ne s'est passé dans cette chambre que du ravissement, qu'elle a été ravie, mais au sens le plus merveilleux du terme, et que quoi qu'il se soit passé, il ne lui a été fait aucun mal, même si, pour son père, ce quoi qu'il se soit passé ne peut relever que du mal absolu. Et Maître Suzanne lutte contre les tentatives de son père, tentatives d'ailleurs compréhensibles, qui ne sont absolument pas mal intentionnées, mais contre les tentatives de son père de lui faire changer la couleur de son souvenir. Elle tient à ce que ce souvenir reste du domaine du merveilleux. Elle pense que sans cette scène, elle ne serait jamais devenue celle qu'elle est devenue, alors que son père voudrait absolument lui faire reconnaître qu'elle a été, d'une certaine manière, non précisée, mais forcément claire dans l'esprit du père, qu'elle a été violentée. En tout cas. Et elle... oui, lutte contre cela, parce que ce n'est pas qu'elle ne puisse pas admettre qu'elle ait pu être d'une certaine manière violentée, mais elle refuse finalement d'être une victime, et elle refuse qu'on la force à se voir comme une victime alors qu'elle ne veut pas se voir ainsi. Et alors même que le souvenir enchanté qu'elle garde de cette scène a fait d'elle une femme quand même assez forte. Et sans doute que si la couleur de son souvenir change, c'est l'effondrement qui peut se produire. En même temps, dans les toutes premières phrases du roman, le roman commence, donc elle arrive dans son cabinet et Gilles Principaux rentre, et elle a cette sidération de reconnaissance. Et elle dit, en tout cas, l'autrice lui fait dire, pourquoi, persuadée de revoir 32 ans plus tard quelqu'un qui l'avait ravie, avait-elle eu l'impression qu'on voulait la tuer ? Donc, quand même, son souvenir est compliqué. Enfin,
Rien que dans cette phrase, j'ai envie de dire, on a envie de... Mais elle est vraiment troublante, Maître Suzanne, parce que à la fois on la croit, et en même temps on sent bien qu'elle cache quelque chose. Il y a beaucoup de secrets, ou en tout cas de sensations de secrets dans ce roman. Oui, mais à travers cette phrase, en effet, elle est elle-même surprise du sentiment qu'elle éprouve, c'est-à-dire elle croit reconnaître en cet homme l'adolescent qui l'a initié à quelque chose de merveilleux, et elle ne comprend pas pourquoi cette irruption dans la pièce la bouleverse de manière douloureuse, alors qu'elle devrait la bouleverser de la manière la plus heureuse. Elle est elle-même surprise du sentiment qu'elle éprouve, et un trouble sans doute s'installe en elle par rapport à ce souvenir enchanté. Elle se dit quelque chose comme, mais si je souffre, si j'ai l'impression d'avoir reçu un coup au visage en voyant entrer cet homme, est-ce que j'ai raison de m'accrocher au souvenir enchanté d'une certaine scène? Et puis très vite, elle reprend ses esprits et elle décide de ne pas avoir un autre regard sur la scène en question, mais presque un autre regard sur la mémoire qu'elle a de cette scène. Elle n'aura de cesse de tout le roman de savoir si cet homme et cet adolescent est le même, dans une espèce de quête un peu éperdue quand même. Pourquoi c'est si important pour elle de... Parce que c'est pas qu'elle veut s'assurer que c'est bien lui, elle veut... J'ai la sensation qu'elle veut absolument que ce soit lui. Oui, elle veut que ce soit lui, mais elle redoute aussi que ce soit lui parce que si c'est lui, il est devenu le mari assez inquiétant de cette femme infanticide. Et si c'est lui, elle se demande s'il y a une raison dans le fait qu'il la choisisse comme avocate. Si c'est lui, est-ce qu'il sait quel est, elle, l'enfant qu'il a hébergé, si on peut dire, quelques heures dans sa chambre 30 ans auparavant? Si c'est lui, quelles sont ses intentions? Donc, d'un côté, elle voudrait que ce soit lui, et de l'autre, elle le redoute aussi. C'est toujours ambivalent. Elle voudrait que ce soit lui, peut-être pour arriver un jour à lui faire raconter cette scène en question et voir s'il la raconte de la même façon qu'elle se la raconte, la scène. Et oui, mais c'est quelque chose qui nous arrive souvent, je pense, de vouloir et de ne pas vouloir, d'avoir peur de quelque chose tout en le souhaitant. Enfin, elle est assez ordinaire, entre guillemets, mais quand même de ce point de vue-là. Et surtout, pour la première fois de sa vie, si c'est lui, elle a une chance de pouvoir se conforter dans le souvenir qu'elle a de la scène en question, et pouvoir justement affronter son père en lui disant: tu vois, ce que je t'ai raconté est exact, puisque cet homme le confirme, s'il le confirmait. Je voudrais qu'on revienne sur les personnages féminins du roman. Tu as eu le prix Goncourt pour un roman qui s'appelait 3 femmes puissantes, qui, je pense bien malgré toi, du coup est décliné à beaucoup d'occasions. Bien malgré moi, certes, puisque évidemment je n'ai rien fait pour ça, mais je trouve que c'est le chic absolu. C'est vrai. Et donc, la chef était un personnage de femme assez puissante, malgré tout, dans ton dernier roman. Et là, on a des personnages féminins, à part peut-être Sharon, qui effectivement, dans les yeux de Maître Suzanne, est quelqu'un qui l'impressionne, en tout cas, et qu'elle redoute,
tu le disais tout à l'heure, mais qui est quand même dans une situation de fragilité puisque sans papier. Les personnages féminins sont des personnages ou faibles, ou écrasés, ou dominés, ou dans le doute absolu. Enfin, vraiment dans un état de grande fragilité, je trouve. Oui, alors une fragilité peut-être apparente. Sharon, certes, est sans papier, mais ça ne semble pas l'inquiéter particulièrement, puisqu'elle a toute confiance en Maître Suzanne pour la sortir, elle et sa famille, de cette situation. Et Marlene Principaux, la mère infanticide, peut sembler avoir été une femme fragile, mais par ce geste quand même, qui est un geste de toute puissance absolue, elle exprime une force, alors une force délétère, une force nocive, une force effroyable, mais qui n'en est peut-être pas moins une force. Et quant à Maître Suzanne, oui, c'est peut-être la moins assurée de tous ces personnages, mais en refusant, oui, comme je le disais tout à l'heure, en refusant absolument d'être la victime de quoi que ce soit, elle manifeste quand même peut-être une forme de puissance dont elle n'a pas tout à fait conscience, mais qu'on pourrait peut-être lui reconnaître. Je disais tout à l'heure qu'il y avait 2 monologues qui s'inscrivaient dans le roman, celui de Marlene Principaux, donc la mère infanticide, et celui de Gilles Principaux, son mari. Ce sont des monologues qui sont dans l'écriture assez radicalement différents du reste du roman, beaucoup plus, non pas tant beaucoup plus oraux que beaucoup plus rapides, beaucoup moins ponctués, donc avec quelque chose qui entraîne beaucoup plus, et scandés chacun par un mot qui revient, mais pour Marlene et car pour Gilles Principaux. Est-ce que ce choix de mots, moi j'y ai vu dans l'utilisation du car l'espèce d'assurance de cet homme qui est un type assez détestable, je crois, on peut le dire comme ça, même dans sa douleur et la façon, en tout cas on nous le présente comme quelqu'un d'assez détestable, et le mais de Marlene comme quelque chose de beaucoup plus soumis. Est-ce que c'est une bonne piste, ou est-ce que c'est le son du mot qui a rythmé les choses? Oui, c'est une bonne piste, c'est exactement ce que tu dis. Le car a quelque chose de péremptoire qui correspond sans doute assez bien à la personnalité de cet homme. Et quant au mais, le mais est peut-être plus ambigu. Le mais, oui, peut-être un mot de soumission, mais il est aussi un mot de défense aussi. C'est comme si déjà à travers ce récit, sans le savoir, elle préparait, oui, une forme de défense par rapport à son acte, c'est-à-dire le mais, c'est quelque chose comme oui, j'ai fait ça, mais, c'est-à-dire c'est presque une excuse aussi vis-à-vis de soi-même. Le mais contrebalance ce qui précède, et si ce qui précède est accusateur, le mais semble venir là comme une modération du reproche ou de l'accusation. Même si, par ailleurs, elle dit bien, cette meurtrière, qu'elle ne veut pas être défendue, puisqu'il n'y a pas de défense possible à ses yeux par rapport à un tel acte. Elle n'en a aucun regret, aucun remords, et elle ne veut absolument pas être absoute de ce geste. On retrouve aussi dans son monologue la question de la classe sociale qu'on a abordé un peu, que tu as abordé un peu tout à l'heure quand tu parlais de Maître Suzanne. Maître Suzanne, tu le disais, quelqu'un qui est d'origine modeste,
qui devient avocate par la force de son travail et par son intelligence. Elle a pour ami donc Rudy, ancien amoureux, dont elle dit qu'ils se sont reconnus justement dans cette faculté de droit où tous les deux, arrivés de milieux très modestes, n'avaient pas forcément les codes et donc se sont soudés et réconfortés ensemble. Et Marlene Principaux, quand même, qui raconte une vie de femme au foyer, bourgeoise, dans une maison à laquelle elle s'attache à tenir extrêmement propre, avec des enfants sains, bien élevés, contre sa mère et ses sœurs, qui la voudraient indépendante et épanouie. Il y a toujours eu dans tes livres une question politique sous-jacente, même si tu l'as jamais traitée comme telle et que ton propos ne l'est pas ouvertement. Mais est-ce que ce roman-là est l'endroit peut-être pour avoir creusé un peu plus ces rapports de classe? J'ai peut-être moins l'impression de les avoir creusés que de les avoir effleurés. Parce qu'en même temps, il y a rien de tellement, comment dire, particulier. J'ai pas de regard, je crois, original sur cette question-là. Mais en effet, Marlene déconcerte et fâche sa mère et ses sœurs parce qu'elle abandonne, provisoirement peut-être, mais en tout cas, elle abandonne le métier de professeur de français qu'elle adorait pour se vouer corps et âme au métier de mère, ce que ne comprend pas du tout sa propre mère, qui la voit ainsi soumise à un mari et à une vie qui est très en deçà de ses capacités intellectuelles. En tout cas, c'est ainsi que la mère voit les choses. Et alors que Marlene, elle, oui, s'engage dans cette nouvelle profession, presque de la maternité, avec la même ardeur que celle qu'elle mettait à être enseignante. Et elle, on peut considérer sans doute qu'elle s'y est perdue. Mais oui, il y a un peu de ça, oui, ce rapport de classe. Mais je crois pas avoir de regard particulièrement aigu sur cette question. Parce que ça va aussi avec les apparences, auxquelles les parents de Maître Suzanne et Maître Suzanne sont très attachés. Il y a la voiture. Elle veut absolument avoir une petite voiture pour ne pas être arrogante dans sa façon de se présenter. En même temps, elle a un manteau d'alpaga parce qu'il faut quand même qu'elle signifie qu'elle est avocate et qu'elle a réussi. Ses parents lui offrent une serviette en cuir, symbole de l'avocat traditionnel. Enfin voilà, il y a quand même tout un faisceau de signes qui sont posés dans le roman pour mettre quand même cette question de rapport de classe, pour en faire un thème assez central quand même du roman. Alors certes, elle a réussi, mais pas encore au point de vue économique, c'est-à-dire elle a une vieille petite voiture parce qu'elle n'a pas encore les moyens d'en avoir une plus importante, et elle sait que pour ses parents qui n'ont aucune idée de ce qu'est son métier, les signes de la réussite sont ceux de la voiture, des vêtements, du logement, et tant que leur fille roule dans une vieille Twingo de 20 ans, ils ont des doutes quant à sa véritable réussite. Et par ailleurs, elle leur en veut d'avoir ces doutes-là. Donc, elle cache la voiture quand elle vient les voir, au sens où elle la gare assez loin de chez eux pour qu'ils ne la questionnent plus à ce propos. Mais c'est ça aussi le problème de ses relations avec ses parents, c'est qu'elle a réussi sans réussir. Il y a beaucoup d'avocats qui gagnent pas grand-chose, alors que souvent on considère que ces gens-là nécessairement roulent grand train, mais c'est pas du tout le cas. Et elle en veut terriblement à sa mère de lui avoir offert une écharpe orange, dont elle trouve à la fois que c'est le signe que sa mère ne la connaît pas et ne la comprend pas,
et ça l'agresse parce que si elle la met, du coup, elle va être visible aux autres, d'une certaine manière. Maître Suzanne, j'ai l'impression qu'elle est toujours en train d'osciller entre le besoin de s'affirmer et le besoin de disparaître. Oui, on est beaucoup, je pense, à osciller entre Peut-être un peu moins qu'elle, j'espère un peu moins qu'elle. Sinon, les psychanalystes ont encore de beaux jours devant eux. Parce que c'est poussé à l'extrême. Enfin, c'est poussé à l'extrême. C'est vraiment. Oui. Mais c'est très angoissant à lire d'ailleurs, effectivement. Moi, j'ai retrouvé des choses que j'avais pas du tout envie de retrouver dans ces oscillations. Mais je trouve que c'est vraiment poussé une espèce de paroxysme dans la façon, ou une honnêteté, ou une franchise, je ne sais pas comment le dire, mais c'est comme si c'était le nœud du roman, cette bascule comme ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est peut-être d'ailleurs, c'était peut-être nécessaire pour moi que ce personnage-là soit une femme. Il me semble que c'est plus le propre des femmes, ça, d'osciller entre ces désirs contradictoires, et être vue un peu, mais pas trop. Oui, être qui on aime, mais être aussi qui les autres voudraient qu'on soit, être belle, mais sans faire trop d'efforts pour ça, pouvoir ne pas être belle et s'en fiche, enfin voilà, toutes ces questions-là qui sont peut-être encore plus féminines que masculines, oui, toutes ces injonctions contradictoires, hein, aussi que la société fait encore aux femmes. Hier, dans ma précédente intervention, je disais, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué pendant les 10 ans que j'ai passés à Berlin, justement ces injonctions paradoxales et du coup impossibles à tenir que on fait là-bas, tout particulièrement aux mères. Beaucoup de Berlinois, de couples berlinois, et je pense d'ailleurs allemands d'une manière générale, n'ont qu'un seul enfant et beaucoup n'en ont pas. Et quand on voit ce que c'est qu'être parent là-bas, je comprends bien qu'après on renonce et que même on ne se lance même pas dans cette aventure de la parentalité, parce que on dit là-bas aux mères d'être absolument permissives, au sens où voilà, on doit exercer aucune espèce de violence envers son enfant, ce qui est bien sûr très bien, mais il faut par ailleurs que les enfants soient sages et se comportent bien dans les lieux publics. On dit aux mères qu'il faut allaiter son enfant le plus tard possible, voire jusqu'à 2-3 ans, mais il faut surtout pas voir le bout d'un sein dans un parc. Et on se demande comment font les pauvres alors pour allaiter leur marmaille sans que ça se voie. Et je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, voilà, c'était par rapport à... Et ça rejoint peut-être le roman, c'est-à-dire le personnage de Marline aussi est prise dans ce réseau de commandements finalement qu'on fait aux mères, commandements qui sont pour la plupart impossibles, enfin, auxquels on ne peut pas obéir, en tout cas entièrement, parce que c'est tout simplement inhumain. Et ça m'a beaucoup marqué, oui, ça, à Berlin, cette façon qu'on a de vouloir que les mères soient parfaites tout en leur interdisant de l'être concrètement. Alors c'est vrai que Marline va jusqu'à faire attention à son alimentation quand elle allaite son enfant pour que le lait soit de la meilleure qualité possible. Enfin, c'est vrai que ça prend des proportions un peu délirantes. Et donc ça, c'est allemand. Donc je pense qu'on trouve ça aussi en France. Oui, mais ça me semble beaucoup plus important
Aujourd'hui, moi-même, quand j'ai eu mes enfants il y a une trentaine d'années, on disait pas aux mères qu'il fallait jamais boire une coupe de champagne, enfin, ou c'était, on leur disait pas d'être alcoolique, mais il y avait quand même une certaine tolérance par rapport à tout ça, même par rapport à ce qu'on pouvait manger, etc. Et puis, si vous n'aviez pas envie d'allaiter votre enfant, vous n'étiez pas forcément une mère indigne. Enfin, c'était quand même beaucoup plus souple, il me semble que ça l'est devenu, malgré les apparences. Pourquoi avoir choisi comme crime un infanticide? Parce que c'est quand même... c'est pas rien, et c'est d'autant plus énorme que tu ne cherches pas à l'expliquer. C'est très déconcertant aussi. On pourrait penser que le roman va tourner autour de ça, parce que c'est quand même un sujet absolument énorme. Et en même temps, si on a le monologue de Marline, c'est pas la problématique du roman, c'est pas la problématique de Maître Suzanne. Elle cherche pas vraiment à comprendre pourquoi, même si elle doit défendre cette femme. Alors, pourquoi avoir choisi ce crime énorme et ne pas le traiter d'une certaine manière? Alors, c'est sans doute, oui, c'est certainement le crime le plus impressionnant, finalement, que puisse commettre un être humain, oui, en fait. Mais je crois aussi que ça m'est venu du fait que pendant les 2 années qui ont précédé l'écriture du livre, il se trouve que j'ai travaillé au scénario de ce qui va être le premier long métrage de fiction de la documentariste Alice Diop. Alice Diop, c'est une documentariste qui a reçu en particulier le César du court-métrage pour un magnifique documentaire qui s'appelle Vers la tendresse. Elle l'a reçu il y a 3 ou 4 ans. Et elle a fait appel à moi pour l'aider donc à co-écrire ce scénario. Et ça va être un film de procès inspiré de l'infanticide, justement, commis par cette femme dont vous avez sans doute entendu parler parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque. Son geste était très frappant. Elle avait, cette femme, déposé sa fillette de 17 mois sur la plage de Berck en novembre à la marée montante pour évidemment que l'enfant soit noyé. Et c'est ce qui s'est produit. On a découvert le corps de cette fillette le lendemain. Et la police a mis une dizaine de jours avant de retrouver la mère. Et c'est une histoire vraiment passionnante parce que, comme très souvent c'est le cas dans ce genre d'histoire, là je ne parle pas d'enfants qui finissent par mourir sous les coups des parents, etc. Là, je parle uniquement des infanticides commis par une mère dont tout l'entourage, ensuite, stupéfait, dira « mais elle adorait son enfant, elle le choyait, elle le chérissait, etc. » Et c'était le cas donc de cette femme qui a noyé son enfant. Avant de la faire se noyer, elle l'a allaitée une ultime fois, ce qui est fou, je trouve. Mais voilà, donc travailler sur ce scénario m'a sans doute inspiré cette histoire-là. Et à l'époque, donc j'ai beaucoup lu sur les histoires d'infanticide, et il se trouve que j'ai pu rencontrer Pascale Robert-Liard, qui est la journaliste judiciaire du Monde, qui a suivi le procès donc, de la mère qui a noyé sa fillette sur la plage, et elle m'a dit avec une honnêteté que j'ai trouvée remarquable, elle m'a dit qu'elle regrettait vraiment d'avoir, comme tous les autres journalistes, repris ce mot, déposer l'enfant sur la plage. En fait, elle m'a dit qu'elle aurait dû simplement écrire que cette femme avait assassiné
sa fillette, et que la douceur qu'il peut y avoir dans le terme de déposer l'enfant sur la plage était en totale contradiction avec la réalité de ce que c'est que la mère qui atteint une fillette de 17 mois. Une fillette de 17 mois, ça marche, donc ça se débat, ça crie, etc. Et cet enfant n'est pas morte en 3 secondes. Cet enfant a subi quelque chose d'une violence inouïe. Violence donc dont on ne rendait absolument pas compte ces termes-là de déposer, comme si c'était un geste qui relevait du mythe, alors que c'était simplement un geste atroce. Et voilà, c'est toute cette réflexion-là autour du scénario, je pense, qui m'a inspiré ma mère infanticide, et aussi l'absence d'explication, c'est-à-dire j'ai lu tous les comptes rendus du procès de cette femme, et j'ai lu le récit de ce qu'elle a dit au procès, mais elle ne sait rien dire de son acte. Il lui restait à elle-même inexpliqué, finalement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, monsieur a levé le doigt en premier. À propos de l'infanticide, je crois que quand on lit votre roman, on pense forcément à Médée. Et un des enfants s'appelle Jason, si mes souvenirs sont bons. Et moi je trouve que, bon, c'est infanticide, c'est le personnage le plus libre du roman. C'est clair, toutes les conventions que vous nécessaires. Oui. Alors que Maître Suzanne n'arrive pas précisément à se libérer. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Cette mère infanticide se libère, oui, par un acte de toute puissance absolue, en effet. Et vous notez que l'aîné des enfants de cette femme se prénomme Jason, et ça m'a semblé incroyable après, mais je n'avais pas réalisé que je l'avais nommé comme l'époux de Médée. Ça m'est apparu quand on me l'a fait remarquer, et j'en ai été mécontente, fâchée contre moi-même, parce que jamais je n'aurais choisi ce prénom si j'avais eu conscience de cela. Ça me semble être maintenant d'un symbolisme appuyé qui me déplaît absolument. Mais en tout cas, ça s'est fait hors de mon contrôle. Oui, et à ce propos, justement, vous aviez dit au début que vous alliez revenir sur le titre. Et on peut se demander à qui appartient cette phrase « La vengeance m'appartient ». Je pense qu'on pourrait, cette phrase, elle pourrait être dite par plusieurs des personnages, par évidemment la mère infanticide, mais par Maître Suzanne aussi, d'une certaine façon, vis-à-vis de ses parents, peut-être, mais est-ce qu'elle pourrait pas être dite également d'une certaine façon par Gilles Principaux, mais aussi par Maître Suzanne à l'encontre de Gilles Principaux? Oui, en effet, c'est une phrase qui pourrait être pensée ou dite par plusieurs des protagonistes. Je vous laisse la responsabilité. Bon, on n'a pas forcément envie de se venger de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Mais en tout cas, moi, je n'ai...
Oui, j'ai une question en fait plutôt un peu plus générale qu'on a peut-être déjà posée et je m'en excuse, mais qui s'enchaîne à la question du prénom. C'est plutôt pour les patronymes parce qu'en fait dans votre œuvre, voilà, je trouve que en général les noms ont une force voilà d'émerveillement constamment renouvelée, une grande originalité des noms et des patronymes. Et ma question, c'est de savoir voilà comment vous les trouvez. Est-ce qu'il y a une maturation? Est-ce que le nom est avant le roman? Est-ce que le roman se développe à partir du nom parce que voilà, pour moi c'est une forme, par exemple le nom Gilles Principaux, voilà, qui revient, en fait, le lecteur a la même fascination pour ce nom que le personnage a, le personnage de Maître Suzanne pour ce personnage. Les noms, le choix des noms ne précède jamais la réflexion autour du roman. Le choix des noms vient toujours des personnages que je commence à élaborer. Je les choisis, donc les patronymes ou les prénoms en fonction de la manière dont je commence à discerner la personnalité des personnages. En fait, il m'importe toujours que les noms soient à la fois normaux et un tout petit peu décalés, qu'ils provoquent peut-être une très légère impression d'étrangeté, mais sans que ce soit des noms particulièrement rares. Là, dans le cas de Principaux, il m'importait quand même de vérifier que personne ne se nomme ainsi à Bordeaux, parce que ça aurait pu provoquer des réactions légitimement mécontentes de gens que je n'avais aucune raison de froisser d'aucune manière. Donc j'ai vérifié cela. Mais ce qui m'importe aussi dans les noms, c'est que justement, c'est l'erreur que j'ai faite sans me rendre compte avec Jason, c'est qu'il ne symbolise rien, qu'il soit assez fort, mais sans qu'on puisse en tirer une quelconque interprétation, ni symbolique, ni psychologique, qui soit, je disais normaux et peut-être, juste très très légèrement déconcertant, c'est peut-être trop fort, mais en tout cas, qui puisse semer un très léger trouble, mais sans qu'on puisse forcément dire en quoi. Oui, alors de fait, le personnage de la mère infanticide, avant qu'elle réalise cet acte effroyable, mène presque une vie de prisonnière volontaire, en tout cas, mais oui, en effet, oui. De même que les personnages sont bizarrement enfermés dans un Bordeaux d'épouvante aussi, en effet. Oui, je voulais vous poser la question, c'est pourquoi vous avez écrit ce livre, ou dit autrement, quel a été, ou s'il y en a eu, quel a été l'événement déclencheur? Alors, l'inspiration, oui, quant à la mère infanticide, j'en parlais tout à l'heure, c'est l'écriture de ce scénario. Après, l'élément déclencheur, je n'en ai jamais véritablement, ou en tout cas pas que je puisse connaître, que je puisse me rappeler. Il n'y a pas d'élément déclencheur au sens où, soudain, je me dirais, il faut que j'écrive tel livre. Chaque roman est l'aboutissement d'un long processus de maturation mentale. Je réfléchis souvent plus d'un an sans prendre de notes. Hein, c'est purement dans ma tête, mais je réfléchis, de très longs mois à ce que je vais faire avant d'écrire le premier mot. Donc il n'y a pas de déclencheur au sens où que ce mot peut avoir de soudain ou de révélateur. C'est vraiment un long mûrissement. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Bonjour. Bonjour. Pour revenir sur ce qui a été dit sur le nom de famille, est-ce qu'on peut établir un lien entre Rudy dans Trois femmes puissantes et Rudy concernant l'ami Ah oui. Donc, est-ce qu'on peut y voir tout simplement une caractéristique de l'homme, de l'absence de puissance en quelque sorte, de l'homme? Voilà. Est-ce qu'on peut établir C'est Bonne drôle question. parce que vous voyez, je m'étais même pas rendu compte qu'ils avaient le même prénom. Ah ouais. Mais vous êtes peut-être un peu sévère en disant que ce Rudy-là est un homme faible. Il est tout simplement gentil et doux. Oui, c'est ça. T'as un lapsus. Gentil et doux ne veut pas dire faible, mais... Non. Non, il me semble c'est un homme très bien, non? Laissez-moi quand même le seul personnage positif de ce roman. Oui. Oui, il y a 2 autres employeurs, dont Madame Principaux. Oui, et dont Maître Suzanne essaye de savoir si c'est la même Madame Principaux que celle qu'il a accueillie chez elle 30 ans plus tôt. Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées dans cet entretien. Il y a le climat, effectivement, d'en parler, la brume qui va avec le secret, qui va avec la brume psychologique de pas mal de personnages. Vous parliez de l'enfermement, Madame, il y a la question de la maison aussi. Quand même, le livre se termine presque par la maison à vous. Et la maison est quelque chose d'assez essentiel dans le roman. Encore sans doute des questions que j'oublie, mais peut-être qu'on peut laisser les lecteurs découvrir tout ça et faire leurs propres analyses pour ne pas tout déflorer pour ceux qui n'auraient pas encore lu le livre. Marie, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous d'être Merci venue. à vous. It brings a tear into my... Il s'agissait de l'autrice Marie Ndiaye pour la parution de La vengeance m'appartient chez Gallimard, à la librairie Ombre Blanche, dimanche 27 juin 2021, lors du Marathon des mots. Marie Ndiaye a aussi fait paraître, entre autres, Rosie Carpe, prix Femina 2001, Trois femmes puissantes, prix Goncourt 2009. Sa pièce de théâtre, Papa doit manger, est entrée au répertoire de la Comédie Française en 2003. Cette rencontre a été réalisée et mise en onde par Radio Radio. my own tears. I'm sitting crying just like a child.